Audio Jungle. Bonjour à tous. Pour réussir sa journée, il faut se réveiller chaque matin avec la gratitude, se dire que quelque chose de bon va nous arriver et bien sûr rester sur ce canal jusqu'à 7h30. Bienvenue, vous êtes à Matin Bonheur. Bonjour Marco. Bonjour Nessie. Oui, quelque chose de bon va forcément nous arriver parce qu'on a la foi et parce qu'on a la chance d'être en vie. Il faut en profiter. Donc au sommaire de ce rendez-vous deuxième de la semaine, on aura bien sûr de bonnes choses. On va parler droit, vous le savez, comme tous les mardis, avec la légitime défense. Quelles sont les conditions pour bénéficier, bien sûr, de la légitime défense? Ce sera, bien sûr, un élément très important. On aura notre spécialiste de tout ce qui est technologie. Noël Kofi, il s'appelle. Lui, il viendra aussi nous faire rêver avec beaucoup de choses très intéressantes, comme il en a l'habitude. Et puis, on aura le petit-déj. Qu'est-ce que vous mangez ce matin? On aura tout ce qui peut vous faire être bien le matin, tout simplement. À quoi ça sert donc de se lever le matin, de ne pas regarder Matin Bonheur? Nessie, à quoi ça sert? Ça sert à manger de la tiki. Manger de la tiki. Ouais. Et oui, justement, on va commencer cette émission avec les envies donc, de nourriture de la réalisatrice Christelle Akoussa, qui est fan d'attiqué. Nous aussi, toute la Côte d'Ivoire, nous vous envoyons au cœur de la production d'attiqué. Matin Bonheur fait honneur à ces femmes braves qui nous nourrissent tous les jours. Regardez. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre mieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix. Je cours chercher Hélène. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix. Je fonce chercher Hélène. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Elles sont heureuses, elles sont bien. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ces femmes-là travailler dur, se mettre très prisées par les Ivoiriens. Et puis on voit ces femmes, elles sont réunies. Il n'y a pas de différence. Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a des unités de production d'attiqué. Moi, ma grand-mère, elle est du centre de la Côte d'Ivoire, de Sakassou, mais elle faisait de l'attiqué. Même si on dit que les Adoukou sont des grands friands de ce mets-là. Mais tout le monde, partout, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, effectivement, c'est un plat national. Elles travaillent dur
pour pouvoir satisfaire toute la population. Surtout que le matin, se lève très tôt le matin, ces femmes-là, elles sont vraiment, c'est l'esprit matin-bonheur quoi qu'on a voulu traduire à travers cet élément-là, parce que vraiment, les femmes se lèvent très tôt la plupart du temps. 75% des personnes à se lever tôt sont les femmes. Honneur à ces femmes-là pour amorcer un peu, mesdames et messieurs, si besoin en était, la journée du 8 mars qui approche dans quelques jours seulement, hein, dans une dizaine de jours, le 8 mars, la journée internationale de la femme. Et les femmes vont prendre le pouvoir à Matin Bonheur pour faire une émission conjuguée à 100% au féminin. Oui, le féminin aussi, ça n'exclut pas qu'on fasse du sport. C'est la raison pour laquelle Christelle Akoussa, Nessie et puis Matana, tout le monde, toutes les femmes et les hommes aussi, tombent la chemise et se mettent en tenue de gym pour la gym, justement. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui je suis avec Flora et Junior, moi c'est Coach Kadi, deuxième journée ensemble. On va continuer sur nos séquences d'exercices. Aujourd'hui on va combiner les exercices pour les jambes avec une autre partie du corps, donc on aura plusieurs groupes musculaires qui vont travailler, ce qui va faire travailler votre cardio. Vous allez peut-être trouver ça un peu plus demandant qu'hier, mais je vous assure que vous aurez des résultats si vous réussissez à le faire le plus souvent possible. Alors, on va commencer par un petit échauffement. Vous allez me garder les jambes larges. On va descendre en squat. On va rester 3, 2, 1, on remonte. Encore une fois, on descend. 3, 2, 1, on revient. Une dernière, on descend. 3, 2, 1, et on remonte. Excellent. On va relâcher nos jambes un tout petit peu. Et on va partir pour notre premier exercice. Alors, premier exercice, squat, épaules, on pousse. On va garder les jambes écartées un peu plus larges que la largeur des hanches, juste un tout petit peu. Les orteils vers l'extérieur. On descend, on emmène les poids en bas. On imagine qu'on a des poids dans nos mains. On monte, épaules, et on pousse au-dessus de la tête. Encore une fois, on descend. 1, 2, 3 et on repart. Pour vos squats, toujours vous assurer de garder le poids sur les talons. On refuse d'aller sur les orteils. Donc on veut toujours garder le poids vers l'arrière, monte et on pousse. Encore, on en fait 4 autres. 1, 2, pousse, 3, 2, on expire en montant, on sort l'air. Une dernière. Excellent, parfait. Deuxième exercice, on va travailler l'arrière des jambes, le milieu du dos et encore une fois les abdos. On va garder les jambes écartées cette fois à la largeur des hanches. On va fléchir les genoux un tout petit peu. Ça va être comme un mouvement de marionnette. Donc vous allez imaginer que vous penchez vers l'avant en poussant le bassin vers l'arrière. On lève les bras, idéalement jusqu'à la hauteur des oreilles. On ramène. Et on remonte. On part. 1, vous devez sentir tirer tout l'arrière de la jambe. 2, on lève le milieu du dos, les épaules. On ramène et on revient. Encore. 3, lève, ramène et on revient. On y va pour 4. On lève, ramène. Super important de garder les genoux fléchis. Vous ne voulez pas garder les jambes droites. Si on garde les jambes droites, on risque de se faire mal. On garde genoux fléchis, on lève. Il nous en reste 2 autres. On inspire, on souffle. On inspire et on remonte. Une dernière. Inspire, on souffle et on revient. Excellent. Troisième et dernier exercice. Avant-dernier exercice, pardon. Fente avant, rotation sur le côté. Donc encore une fois, on va travailler cuisses, arrière de jambe, fesses et les obliques. Donc on emmène une jambe en avant, le genou proche du sol. On fait une petite rotation sur le côté, on suit nos mains. On imagine qu'on a un ballon dans les mains. On revient dans le milieu et on remonte. Encore une fois. 1, tourne, revient, de profil. Toujours aller chercher un angle droit. On tourne. On revient. Ah, encore 3 autres. 1, tourne, revient. On garde toujours la même jambe. 1, tourne, on revient. Et une dernière. Fente, tourne, revient.
Même chose de l'autre côté, c'est parti. On descend, tourne, revient. 1, 2. On souffle et on revient. On part pour 3. Souffle et on revient. On essaie de garder le dos le plus droit possible, n'est-ce pas, sans pencher vers l'avant. Il nous en reste 2. Vous êtes capable, c'est parti. Une petite dernière. Et on revient. Dernier exercice, burpees. C'est un exercice que tout le monde adore, je vous le promets. Alors, on commence les bras en haut. On descend, on emmène les mains au sol, comme pour faire un squat, sauf qu'on met les mains au sol. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche, on ramène la gauche, on ramène la droite et on remonte. Encore, on y va. 1, allonge les jambes, on ramène les jambes et on remonte. Ça, c'est la version facile. On allonge les jambes, on ramène les jambes et on remonte. Et pour les plus motivés, on descend, on saute vers l'arrière, on saute vers l'avant et on remonte. Une dernière. On descend, saute vers l'arrière, saute vers l'avant et on remonte. Excellent tout le monde. On marche et on respire. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Comme je vous le disais au début, essayez de refaire cet ensemble d'exercices au moins 2 fois et vous allez voir que tout va bien se passer. Ça va derrière? Oui? Excellent. Alors, je vous souhaite de passer une agréable journée et on se revoit dès demain. Coach Kadi qui nous fait rêver avec son magnifique corps et avec elle, on a l'impression que tous ces exercices sont faciles à exécuter. Ah, ça donne vraiment envie de faire du sport. Marco, vous le faites, vous, du sport? Ben, je fais du sport. Avec moi, elle? J'ai fait 1 heure de marche. Mais vous avec pourriez ou sans elle, exécuter ces mouvements-là? Oui, je peux faire mieux qu'elle-même. Attendez, quand même. C'est pas du vélo, juste du vélo? Non, c'est pas de la marche? Vélo, non, je fais tout, je suis polyvalent, moi. Attendez. Franchement. Allez, on va faire aussi du sport au niveau de la mémoire pour parler aujourd'hui de faits marquants, de certaines infos. Nous avons bien sûr le prénom du jour, c'est Honorine. Oui, Honorine, le diminutif féminin d'honorer, c'est ça? Honoré, c'est ça, hein? C'est un joli nom, hein? Honoré. Honoré. Une façon d'honorer les gens. Honorine. Ce sont des gens qui sont toujours à l'honneur. Vous voyez, je vais en rime. Alors oui, les honorines, c'est quoi leur personnalité ici? Alors, les honorines aspirent à la tranquillité, préférant rester dans leur petit coin plutôt que de fréquenter la foule qui les intimide. Ce sont des femmes solitaires. Si elles ne sont pas terriblement douées pour les études, elles travaillent énormément pour compenser. D'autant que la chance n'est pas toujours de leur côté. En amour, elles ne se laissent jamais déborder par la passion et gardent toujours une certaine réserve. En tout cas, bonne journée à toutes les honorines d'ici et d'ailleurs et restez toujours matin bonheur. Vous le savez, aujourd'hui, mardi, comme tous les mardis, on parlera droit. Il sera question de droit avec notre consultant Koné Kiobien, notre avocat. On parlera de la légitime défense. La légitime défense, quelles sont les conditions pour en bénéficier? Ça sera bien sûr dans la dernière partie de votre émission. Oui, pendant que notre consultant Noël Quadio s'installe, donc on va rappeler on peut l'installer, il n'y a pas de souci, on peut l'installer pendant que nous donnons certaines informations. On espère qu'on va parler de la légitime défense. C'est un terme juridique parfois qui n'est pas trop compris. À quel moment on est en légitime défense, tout ça. Et donc, ce qui fait qu'au niveau du droit, on a décidé franchement de vous expliquer la légitime défense, quelles sont les conditions pour en bénéficier. Voilà, on aura beaucoup de plaisir. On va parler avec, bien sûr, notre spécialiste, Maître Koné Kiobien, vous l'avez dit, érudit. Et puis, nous sommes avec notre consultant Noël Quadio. C'est avec lui que nous allons continuer, bien sûr, cette émission. Noël Quadio est avec nous. Noël Quadio, bonjour. Bonjour, Maxime. Toujours zen. Bien sûr, avec merci. ce sourire sur votre visage. C'est gentil, merci, c'est très gentil. Et c'est naturel? Vous êtes comme ça H24 ou bien? Oui, en fait, je fais un effort pour rester toujours très jovial, pour partager, pour transmettre cette bonne humeur-là. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut pour vous énerver, vous? Qu'est-ce qu'il faut? Ne pas être très technologique. Voilà, j'ai failli dire pas de connexion Internet. Pas de connexion Internet, c'est très juste. Alors aujourd'hui, Noël, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la journée mondiale sans Facebook. Alors, vous en doutez. C'est quand? C'est le 28, donc c'est demain, le 28 février.
Demain, c'est la journée mondiale sans Facebook. Alors, c'est drôle, c'est une journée qui a vu le jour sur Facebook et qui consiste à abandonner Facebook pendant un jour. Non, Mark Zuckerberg ne sera pas content. Bien sûr, effectivement. Mais je pense qu'il peut quand même en tirer certains avantages parce qu'il peut profiter de cette période-là pour faire des mises à jour, des vérifications et tout, puisqu'en principe, il est censé avoir moins d'utilisateurs qu'avant. Mais ce n'est pas très sûr. Ah, ça, c'est sûr que ce n'est pas sûr. Bien sûr. Donc, les initiateurs de la journée espèrent pouvoir attirer l'attention du propriétaire, donc du fondateur de Facebook, sur l'importance des utilisateurs, l'importance des clients de Facebook. Ils souhaitent aussi réduire un peu l'addiction que les utilisateurs ont de Facebook et puis attirer l'attention également plus sérieusement sur les intrusions, sur les failles que présente Facebook parce qu'il y a parfois des failles, il y a parfois des piratages informatiques et tout. Donc cette journée est censée sensibiliser aussi bien les utilisateurs, donc qui sont très addicts parfois, qui sont trop dépendants, mais aussi le propriétaire, le fondateur du site, pour pouvoir réduire. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous nous sommes dit, pendant cette journée sans Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut visiter les autres réseaux sociaux. Donc, on va profiter pour présenter. On peut faire respirer l'esprit. Parce que franchement, une journée, mon Dieu, c'est pas évident. Hein? Il y en a qui vivent de ça. Oui. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher. Franchement, je suis l'un des rares à ne pas... Vraiment, juste des photos. D'accord. Juste des photos pour montrer quand même à tous ceux avec qui on est que, voilà, je préfère moi mettre des photos sur mon compte Facebook que ce soit dans la presse, par exemple. Là, au moins, il y a des personnes. Mais il y a des personnes, mais c'est... Attends. Non, mais il y en a qui ont que ce soit en deuil, que ce soit en moment de joie, dans tous les moments. Mais non, ça devient... C'est quelque chose, hein. Bien sûr, ça devient carrément à la limite, ça devient une dépendance, ça devient donc très grave. Mais... Comme vous avez dit, il y a également le volet professionnel. Donc, il y a des modérateurs, il y a des personnes qui gèrent donc le côté professionnel, le côté promotion, le côté publicité sur Facebook. Et donc, à ce niveau-là, c'est également important, ça a ses avantages. Mais effectivement, il est plus important de partager des moments particuliers avec les autres. C'est quand même ça, son importance aussi. Partager des images, c'est bon, surtout quand on a des contacts, des personnes qui sont éloignées, qui sont loin de nous. Mais il faut quand même... C'est surtout pour ça, Facebook. Effectivement, il faut quand même une certaine modération. Il y en a dès qu'ils ont la migraine, j'ai la migraine sur Facebook. Ils ont la migraine, oui. Ils ont publié ça. Bah ouais, ils sont enrhumés, je suis enrhumée. Effectivement, effectivement. On y va? On y va. On y va. Donc avec vous, on va parler on va parler du 28 février, la journée mondiale sans Facebook. Donc comme je disais, c'est une journée qui a vu le jour sur Facebook et qui a pour objectif de réduire l'addiction qu'on a de Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous allons donc faire d'abord une analyse en fait, de la dépendance de Facebook, de la grandeur du volume de Facebook par les chiffres pour bien comprendre l'importance que Facebook a aujourd'hui et nous afficher donc en quoi cela est une véritable addiction et la dépendance vis-à-vis des utilisateurs, en fait, que les utilisateurs ont vis-à-vis du site. Alors, on va donc s'attarder en premier sur les statistiques de Facebook. On va donc analyser Facebook par les chiffres. Aujourd'hui, Facebook a annoncé autour de juillet 2017 qu'il avait aujourd'hui comptait plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Donc, c'est carrément le réseau numéro 1 dans le monde. Donc, les statistiques l'affichent. Là, on voit la croissance exponentielle de Facebook. Là, c'est un tableau d'analyse qui montre donc l'utilisation. On voit que partout ailleurs dans le monde, on est à 632 millions d'utilisateurs. Donc, l'Afrique est contenue partout dans le monde. C'est un affichage par trimestre. Donc, au dernier trimestre 2017, on avait 632 millions d'utilisateurs partout dans le monde et la répartition est faite au Canada et tout. Il y a une application de Facebook qui s'appelle Messenger. Cette application compte aujourd'hui 1,3 milliard d'utilisateurs. Et là, c'est la répartition par zone. Tout ce qui est bleu, c'est Facebook et le reste sont d'autres sites, d'autres réseaux sociaux. Donc, on voit bien la domination, on voit bien tout l'impact que Facebook a à travers le monde. Il y a des continents entiers qui n'utilisent que Facebook. Donc, c'est vraiment On va du côté de l'Afrique de l'Ouest. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, voilà, la Côte d'Ivoire est totalement. Et là, c'est le démarrage de Facebook. En fait, c'est les connexions qui démarrent. C'est ainsi que démarre une journée Facebook. Donc, tout ce qui est lumineux, c'est Facebook qui démarre, les connexions qui s'établissent. Et c'est Facebook dans le monde. Les États-Unis, tout ça, où là? Alors, en Afrique, où en est l'Afrique à ce niveau-là? On a donc un classement des capitales africaines les plus connectées à Facebook. Donc, le premier, c'est d'abord le Caire, ensuite Nairobi, Alger. Ah bon? Et effectivement, en termes de millions d'habitants, donc le Caire l'emporte avec 17 millions d'habitants. Et on termine donc par Kampala avec 2,5 millions d'habitants. Addis Abeba apparaît également Tunis avec 4 millions d'habitants. Abidjan n'apparaît pas dans le classement parce que là, c'est le classement des capitales politiques. Donc en principe, c'est Yamoussoukro qui est visé, mais Yamoussoukro n'arrive pas à 2 millions d'utilisateurs. Donc on passe ensuite aux villes.
donc aux pays africains les plus connectés. Et là, la Côte d'Ivoire est à la 10e position avec 4,2 millions d'habitants. Donc, il faut dire que c'est un chiffre qui augmente assez rapidement, hein, mais on est à la 10e place, je pense que c'est déjà pas mal. Le premier qui l'emporte, c'est l'Égypte, avec 38 millions d'habitants. Il faut dire que dans ce pays-là, c'est le pays qui a le plus grand nombre de femmes connectées à Facebook. Donc, c'est le pays qui a le plus grand nombre de femmes. Et le pays qui a le plus grand, où les femmes sont plus nombreuses à être connectées que les hommes, c'est l'Afrique du Sud. Donc, en Afrique du Sud, il y a plus de femmes connectées à Facebook que d'hommes connectés à Facebook. Et c'est la différence principale. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on n'a malheureusement pas les statistiques précises au niveau des utilisateurs d'hommes et de femmes, mais avec 4,2 millions d'utilisateurs, je pense que les hommes l'emportent quand même. Bon, on ne sait pas. On attend les statistiques. Bien sûr. Il n'y a pas que Facebook. Il n'y a pas que Facebook. On va donc profiter pour analyser les autres réseaux sociaux et commencer donc par Instagram. Il faut dire déjà que Instagram est un réseau social et c'est aujourd'hui le 2e réseau social à travers le monde. Donc, c'est une application qui est basée surtout sur les images. Je vais vous faire une confidence, hein, c'est le réseau préféré de quelqu'un qui est parmi nous. Suivez votre regard. Suivez mon regard. J'avoue, je suis accro à Instagram. Et bien voilà. Alors, Instagram a misé énormément sur les photos. Donc, c'est les photos qui sont mises en avant. Les photos qui parlent. Les photos qui parlent, exactement. Et ce qui a fait le boom d'Instagram, c'est la possibilité de faire balayer, de passer des filtres sur les images. Donc, même quand on prend une image qui est moche, avec les filtres... Non, mais je n'ai pas dit l'objet de l'image. Tout le monde est joli sur Insta. Bien sûr, je parle de l'image, en fait. Donc, avec les filtres, l'image devient belle. Donc, c'est surtout les images qui sont mises en avant. On a la possibilité de commenter les images, la possibilité d'inviter des amis à rejoindre le réseau, la possibilité de partager donc, ces images avec des amis, de se faire de nouvelles connaissances et tout. Donc, mais attention de ne pas abuser des filtres, parce qu'après, quand on se rencontre en vrai, là, patatras. Après, très au sérieux, bien sûr. Et donc, c'est cette révélation-là qui est faite. Donc, à la différence de Facebook, les images sont mises en avant. Contrairement à Facebook, où on peut partager énormément et tout, sur Instagram, on a plus des boutons on apprécie les photos. Donc, sur Instagram, il faut surtout veiller à bien remplir son profil. Il faut mettre des informations précises, des informations qui parlent de soi et partager cela avec ses amis. On a également ce qu'on appelle des stories. Donc, ce sont des petits montages qu'on peut faire, des histoires éphémères qui apparaissent tout en haut comme des bulles. Et ce sont des petites vidéos qui apparaissent et qui disparaissent au bout de 24 heures. Exactement. Il y a des stories sur Facebook aussi. Tout à fait. Donc, Facebook a intégré également cette fonctionnalité-là, mais ce n'est pas natif. Au départ, ce n'était pas sur Facebook. Donc, ça s'inspire de nouveaux sites. Et puis, sur Insta aussi, vous pouvez mettre une photo, des images à la une. Tout à fait. Ça peut rester vraiment pratiquement indéfiniment. Absolument. C'est vous-même qui parlez. Comme quoi, ce n'est pas que Nessie qui est accro à Instagram. C'est ma fille qui est accro. Mon aînée, c'est elle qui me guide. Alors, deuxième réseau social qu'on va voir, il s'agit de Snapchat. Le fameux Snapchat. Ça, c'est Eva Amani, ça. Oui. Alors, en ce moment, le réseau est très en vogue. C'est donc un réseau social également qui permet de partager des snaps. Donc, ça s'appelle des snaps, ce sont des petits messages, des photos ou des vidéos. Mais à la différence des autres réseaux sociaux, ces snaps sont éphémères. Donc, ils peuvent disparaître au bout d'une durée qu'on aura définie. Donc, ça part donc d'1 seconde à 10 secondes. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de mémoire, il n'y aura pas d'enregistrement qui seront faits. Bien entendu, l'utilisateur peut faire une capture d'écran, mais il y a également une fonctionnalité qui permet de signaler à l'expéditeur qu'une capture d'écran a été effectuée. Ce qui est intéressant. Effectivement, donc c'est très pratique. On sait qui a fait une capture d'écran. Tout à fait. Donc s'il y a une information qui fuite, on sait d'où exactement. On est l'origine. Donc c'est une application très novatrice qui a aujourd'hui de très nombreux utilisateurs et donc elle est basée surtout sur la photo. Et puis le côté instantané, hein, l'instantanéité, c'est très important aussi. Bien sûr, c'est très amusant. Je suis à un concert, je suis en train de regarder une pièce de théâtre, un concert, un spectacle, quel qu'il soit, et puis Snapchat. Snapchat, je partage. Aussi vite que ça, bien sûr. Donc on peut customiser, on peut paramétrer, on peut des problèmes personnaliser dans les ces images. Et il y a des filtres, hein, il y a des filtres aussi également, des petits chatons qu'on peut ajouter, les smileys, comme ça apparaît, du texte, des dessins qu'on peut ajouter dessus. On peut également accélérer, ralentir les vidéos. On choisit donc la durée, une durée de 1 à 10 secondes. On fait ce paramétrage-là et on l'envoie donc à sa liste d'amis. On balance donc ce snap à ses amis qui peuvent commenter, qui peuvent liker. Et donc c'est Snapchat, une application novatrice, une application qui mérite qu'on s'attaque dessus. Donc on a la possibilité de marquer une pause avec Facebook. On peut donc passer à Snapchat pour voir un peu comment ça se présente. Pour ceux qui n'utilisent pas encore, ils peuvent créer un compte et voir comment ça fonctionne. Je pense qu'ils auront de nombreux amis et vont se faire beaucoup de contacts dessus. Et avec la couronne de fleurs sur la tête? Tout à fait. Donc ça, c'est un paramétrage qu'on voit assez souvent sur les réseaux sociaux. Donc on ça peut rend joli. Bien sûr, ça améliore largement. Ça améliore l'apparence. Comme je le dis, tout sur les réseaux sociaux, tout le monde est beau. Même tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Alors Periscope, on passe à l'application Periscope, un peu moins connue, Periscope, mais qui a également de gros avantages, qui a des spécificités qui méritent d'être approfondies. Donc Periscope, c'est une application qui
permet de diffuser de la vidéo en direct. Donc l'application est conçue de telle sorte qu'on a une carte. Les footballeurs sont très habitués, hein? Tout à fait. Serge Aurier. Tout à fait. Il y a eu de gros scandales dessus, bien sûr. Petit clin d'œil. C'est grâce à Serge Aurier que Periscope est plus connu. Effectivement, bien sûr. Effectivement. Donc tous les utilisateurs à travers le monde peuvent diffuser de la vidéo en direct. Donc c'est très pratique. On se connecte, on voit la carte, on choisit sur les petits points rouges qui apparaissent sur la carte la personne qu'on veut suivre et on a la possibilité de commenter sa vidéo qui passe en direct. Donc l'avantage, c'est de faire du direct. Le direct est aujourd'hui mis en avant pour tous les utilisateurs. Effectivement. Et voilà, il est donc possible également de diffuser des vidéos en différé. Donc là, on a besoin de liker les images, les vidéos diffusées par un utilisateur, de commenter. L'utilisateur peut répondre, il commente également. Donc c'est assez pratique, c'est une spécificité qui est mise en avant pour Periscope spécialement et ça a quand même son côté pratique. Mais tous les réseaux le font maintenant. Mais pas de façon aussi mise en avant. Donc il y a le live qui est intégré aujourd'hui à Facebook, à plusieurs autres réseaux, mais Periscope fait quand même partie de ceux qui utilisent cette fonctionnalité-là plus en avant, qui sont basés dessus surtout. Donc c'est pratique pour les partis politiques par exemple qui souhaitent organiser une conférence ou alors une star qui veut communiquer plus directement avec son public. Elle n'a qu'à communiquer la date, le jour où elle va lancer son Periscope et ses abonnés se connectent et voient donc sa vidéo en direct. Donc, malheureusement, c'est du live, donc il n'est pas possible de baliser, de faire attention, de suivre parce que c'est du live, c'est du direct et c'est seulement a posteriori, c'est après la vidéo que les utilisateurs peuvent commenter, peuvent demander, signaler des anomalies, mais malheureusement la vidéo est déjà passée. Au-delà de tout ce qu'on dit, hein, Noël, ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que ça permet d'éviter la rétention d'informations. Aujourd'hui, quelque chose qui se passe, que ce soit en Birmanie, que ce soit à Kamtchatka, en Russie, partout, on a la possibilité d'avoir la vraie information, au moins une petite source. Et ça, franchement, les réseaux sociaux aident beaucoup à l'avancement du monde. Tout à fait. On ne peut plus cacher l'information, quel que soit ce qu'on va faire, on aura une trace. Effectivement. Donc, c'est vraiment le village planétaire. Absolument. Donc, les distances sont et ça, c'est le bon côté. Moi, j'aime ça. Mais il y a le revers aussi. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a des fakes, bien sûr. Il y a des fakes, mais au moins, on a une base sur laquelle discuter. Et ça, c'est très important. Juste. Avant, on était dans le flou, on ne savait pas. Tenez-vous bien, quelqu'un qui est bastonné par la police à Mexico, celui qui est à Yamoussoukro, au quartier Morofouin, peut en entendre parler. Et en direct. Sans passer par la télévision. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très juste. Donc, juste avec un téléphone portable, avec un smartphone, c'est possible. C'est un très grand avantage. Un très grand avantage. Et à côté de tout cela, il y a aussi les tweets. Les tweets, bien sûr, avec Twitter. On aura l'occasion de développer ce réseau-là. Mais avant, on a Pinterest. On a Pinterest. Tout à fait. Alors, Pinterest, c'est toujours un réseau social, mais un réseau social qui est un peu accentué sur le côté professionnel, le côté commercial. Donc, plusieurs utilisateurs peuvent se retrouver sur Pinterest et cela permet de partager des intérêts communs. Donc, Pinterest fonctionne un peu comme une sorte de carnet d'adresses, une sorte d'agenda. Vous visitez le web et vous avez une passion, vous avez un coup de foudre pour un article, pour quelque chose. Vous pouvez donc l'accrocher. Pin, en anglais, ça veut dire épingle. Et Interest, c'est intérêt. Donc vous épinglez ce qui vous intéresse sur le web. Donc, vous avez un système de tableaux sur le site. Ça fonctionne un peu comme des tableaux. Vous épinglez ce qui vous intéresse. Vous avez la possibilité, comme tout bon réseau social, de liker, de commenter, de partager ce qui vous intéresse. Et d'autres utilisateurs peuvent voir également votre page, vos tableaux et s'en inspirer pour améliorer leur quotidien. Donc là, par exemple, Marjorie qui aime bien tout ce qui est décoration, voudrait avoir de l'inspiration pour décorer son nouvel appartement. Et donc, elle va aller chercher du côté des restaurants ou alors du côté de la décoration pour trouver des idées novatrices pour améliorer son intérieur. Donc, parce que quelqu'un d'autre aura accroché, aura épinglé un contenu qui l'intéresse. Donc, c'est vraiment une source d'information, une source d'intérêt. Donc, tout à fait la même chose pour Marc qui veut designer son bar. Il pourra s'inspirer donc sur la page de Pinterest pour avoir des idées novatrices. Donc, que vous soyez pro, amateur, fan, geek ou passionné ou encore même addict, vous aurez toujours des idées pour pouvoir améliorer votre quotidien avec Pinterest. C'est intéressant. Donc, Ensuite, on voit donc dans la vidéo comment utiliser Pinterest, comment ajouter du contenu sur le tableau, la présentation de la page Pinterest, comment est-ce que cela évolue. On a donc des tableaux, un système de tableaux. Lorsqu'on veut faire un voyage, effectuer un voyage, on peut donc créer un cadre spécial pour les voyages. On peut donc effectuer tout ce contenu-là. Donc Pinterest est vraiment un site pour épingler ses intérêts sur Facebook. C'est un peu large. Après donc Pinterest, on a souhaité s'attarder sur LinkedIn. LinkedIn. Oui. Donc, on reste dans le giron professionnel. Tout à fait. Donc, LinkedIn, c'est le réseau c'est le plus grand réseau professionnel à travers le monde. Donc, lorsque vous avez un certain profil de carrière, lorsque vous cherchez du travail ou alors vous avez envie de vous faire de nouveaux contacts professionnels, vous n'avez qu'à créer un compte sur LinkedIn
Et à partir de là, vous pouvez donc développer un réseau, développer des contacts avec des professionnels. Et ceux-là pourront donc vous référencer auprès d'autres professionnels, auprès d'autres amis, et ainsi de suite. Donc sur votre profil LinkedIn, vous devez bien le renseigner. Vous devez afficher donc tout votre profil de carrière, toutes les entreprises par lesquelles vous êtes passé et tout. Et en fonction de cela, vous pourrez donc vous faire de nouveaux contacts et décrocher de nouvelles opportunités et évoluer dans ce sens-là. Donc LinkedIn, c'est vraiment un réseau, c'est un très grand réseau qui a une très grande base de données en termes de professionnalisme. Donc LinkedIn s'est également élargi en faisant l'acquisition de nouvelles applications qui permettent, en plus de la base de données, de partager du savoir. Donc lorsque vous pouvez donc sur LinkedIn créer un groupe de personnes qui discutent de la même chose. Donc, par exemple, si vous êtes médecin, vous pouvez ajouter à votre liste d'amis, créer un groupe de médecins avec lesquels vous pourrez discuter de certains problèmes médicaux et trouver donc des solutions. Donc, c'est valable pour tous les secteurs d'activité, tout ce qui est professionnel. Vous pourrez donc développer ce réseau-là. Donc, il y a de nouvelles fonctionnalités qui, jour après jour, sont mises en avant sur LinkedIn et qui permettent donc d'améliorer sa carrière, en fait. Donc, LinkedIn, c'est bien. Pour les étudiants, pour les jeunes étudiants, les personnes qui sont dans le giron professionnel qui nous regardent, c'est très, très important. On va terminer avec... Et c'était justement LinkedIn qui était notre dernier volet. Et donc, on va récapituler. On va récapituler, voilà. Pourquoi pas Twitter la prochaine fois? On aura l'occasion de voir Twitter. Twitter, en fait, vu que c'est un réseau qui est très grand, qui est quand même, qui au départ venait juste après Facebook, on a souhaité s'attarder sur les réseaux qui sont un peu moins connus, un peu moins utilisés. Certes, on a déjà eu écho de ces réseaux-là, mais on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc, c'est pourquoi mais on aura l'occasion de revenir sur Twitter. Alors, pour faire le récap, on a donc dit que demain, c'est la journée mondiale sans Facebook. Donc, il faut la respecter. Il faut respecter cette journée-là. Effectivement, faites l'effort, c'est très important. Donc, pour cette journée, profitez pour voir ce que les autres réseaux affichent. On peut donc voir Instagram, ce qu'Instagram propose, on peut voir ce que Snapchat propose, on peut voir ce que Periscope propose, ce que Pinterest propose et également LinkedIn. Donc visitez tous ces réseaux, créez un compte dessus et vous verrez que vous ferez de nouveaux contacts, de nouveaux amis et vous décrocherez de nouvelles opportunités. Le bon côté, surtout on insiste sur le bon côté. Parce que parfois, il y a des effets pervers, hein. Il y a un peu de tout dans le monde, vous le savez. Donc, il faut faire très, très attention, surtout pour les parents. N'oubliez pas qu'il faut prendre vraiment beaucoup de précautions, surtout les enfants en bas âge, c'est très, très important. Beaucoup de filtres. Tout à fait. Autorisation parentale. Autorisation parentale. Très, très important. Et aujourd'hui, les applications sont limitées à partir de 13 ans. Donc, c'est à partir de 13 ans qu'on peut créer un compte. Bon, certes, c'est une limite officielle, mais c'est l'utilisateur même qui définit son âge. Bien donc, il n'y a pas véritablement moyen de contrôle. Qu'est-ce qui prouve qu'il avait effectivement. Mais il faut faire attention. Les parents doivent vraiment faire en sorte que... Il faut surveiller tout ça, surtout le contenu de... Voilà. S'il faut même créer des choses, des trucs espions pour surveiller ses enfants. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que ça va tellement vite, tellement vite. Et il faut faire attention. Oui, mais la communication n'exclut pas le contrôle. Merci beaucoup, Noël. Merci infiniment, Marco. La semaine prochaine, nous parlerons de... La semaine prochaine, je vous réserve un thème secret. Un thème secret. Tout à fait. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le thème, c'est le secret, avec Noël. Merci. Allez, Nessie, dans quelques instants seulement, on va aller dans une autre sphère de cette émission, bien sûr, avec Mr. Hamza Diaby qui est déjà là. Mais avant... La couleur du temps, la météo. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, on pourrait avoir des pluies localisées sur la région du littoral. Plus tard, un temps simplement nuageux pourrait progressivement s'installer. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux avec des risques de pluie localisés en début de période à l'ouest du pays. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés dans les villes d'Abidjan, Adiaké, Bondoukou, Boaké. La ville de Daloa marquera 24 degrés. Il fera 25 degrés à Dimbokro comme à Gagnoa. Korogo, 24 degrés. Mans, 23 degrés. Odiéné marquera 24 degrés. Il fera 26 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou. Et Yamoussoukro, 25 degrés. Le début de l'après-midi sera ensoleillé, mais en milieu ou en fin de période, on devrait s'attendre à des possibilités d'averses de pluie localisées et des risques d'orages isolés dans les régions forestières sur le littoral et à l'ouest du pays. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, à Diaké 32. Il fera 35 degrés à Bondoukou, Boaké, comme à Daloa. Dimbokro, 36 degrés. Gagnoa, 32 degrés. 36 degrés sur la ville de Korogo. 33 degrés à Mans. Odiéné, 35 degrés. 32 degrés à San Pedro. 31 degrés sur la ville de Sassandra. Tabou, 30 degrés. Et Yamoussoukro, 35 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier lundi le président de l'Assemblée nationale française. Au menu de leur entretien, la coopération sécuritaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Les précisions de notre reporter Jérôme Kofi Abolin dans nos prochains journaux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier lundi le premier séminaire gouvernemental sur la communication. Il s'agissait de mettre en place une stratégie nouvelle de communication qui permette aux populations de savoir ce que fait l'État, mais aussi renforcer le dialogue social. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Plus efficace la communication du gouvernement, voilà l'essence du séminaire qui s'est tenu ce lundi à Abidjan. Une rencontre pour peaufiner de nouvelles stratégies et trouver les moyens de créer une plus grande proximité avec les populations. Nous notons beaucoup de critiques et interpellations à l'endroit du gouvernement. Cela nous oblige à mettre en place une communication gouvernementale solide et surtout à y intégrer les nouveaux médias, à savoir les réseaux sociaux. Cette communication doit refléter une grande humilité et de la solidarité vis-à-vis de nos concitoyens, afin que ceux-ci se reconnaissent en nous. Car il faut le savoir, communiquer, c'est engager vers et pour l'autre. C'est créer donc de la sympathie. Il s'agit d'une part de mieux appréhender leurs opinions et aspirations profondes, et d'autre part d'expliquer et faire comprendre les politiques, décisions et projets de développement afin qu'elles se les approprient. Pour le Premier ministre, c'est un véritable défi pour le gouvernement d'adapter sa communication aux enjeux actuels et futurs, renforcer le dialogue social susceptible de mieux valoriser les résultats et progrès enregistrés dans le pays. La communication gouvernementale doit à cet effet proposer des actions spécifiques susceptibles de redynamiser et rendre plus efficace le message adressé à la population. Ces actions de communication doivent s'inscrire dans le cadre de communication globale du gouvernement, dont le CICG a la responsabilité sous l'autorité du Premier ministre. Il s'agit aussi de renforcer le dialogue social à travers des actions de communication ciblées, en nous mettant davantage à l'écoute des populations. L'efficacité de la communication gouvernementale requiert surtout l'implication de l'ensemble des ministres. Les travaux du séminaire devront permettre donc d'élaborer un document de stratégie globale avec des actions spécifiques et des cibles bien définies. Rendre le port d'Abidjan plus compétitif, c'est l'objectif que se sont assignés les responsables du port d'Abidjan à travers plusieurs investissements depuis 2012. Et ces efforts ont payé car pour l'exercice 2017, le trafic a connu une hausse de 3,8%. L'information a été donnée hier lundi au cours de sa traditionnelle rentrée commerciale qui a réuni tous les acteurs de la communauté portuaire nationale ainsi que ceux de l'Interland. Plus de détails avec Cheikh Koné Aboubakar. Malgré les difficultés qui ont perturbé ses activités en 2017, le port autonome d'Abidjan, poumon de l'économie ivoirienne, vient de réaliser de bons résultats. Le trafic est passé de 21 700 000 tonnes en 2016 à 22 550 000 tonnes en 2017, soit une hausse de 3,8%. Par ailleurs, le trafic transit et le trafic de conteneurs ont eux aussi connu un accroissement, respectivement de 3 et 4,4%. L'objectif pour fin 2018 est d'atteindre 5% de croissance. Le bien à l'actif de la vigueur de notre économie, c'est les actions de l'État qui ont créé un appel d'air pour les investisseurs qui alimentent le trafic du port. C'est aussi la production agricole et ça contribue justement à alimenter le trafic. La direction du port n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit accentuer les investissements de l'ordre de 1100 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures ainsi que l'achèvement de plusieurs projets en cours. Les acteurs de la plateforme portuaire saluent dans l'ensemble ces performances dont ils sont les principaux artisans. Toutefois, ils plaident pour la prise en compte des difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités. Actuellement, on a tous compris que il y a d'énormes travaux qui créent effectivement des perturbations, mais que au fur et à mesure que les mois passent, les travaux vont vers la finition et que petit à petit, on arrivera à avoir un port moderne.
À ces difficultés, il faut ajouter le stationnement anarchique des camions dans la zone portuaire lié au manque d'espace, la forte congestion du terminal minéralier qui a coûté en 2017 un peu plus de 32,2 millions de francs CFA de surestaries payées par les cimenteries installées à Abidjan. Le ministre des Transports, par la voix de son représentant, a rassuré les opérateurs économiques quant au règlement de toutes ces difficultés. Des solutions ont été amorcées, dont la plus marquante reste la construction d'un parking sur l'autoroute du Nord au PK24 pour décongestionner la zone portuaire. Principal port océan des pays de l'Interland que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le port d'Abidjan traite annuellement un trafic de plus de 2 millions de tonnes de marchandises. Une performance signe de la vitalité de l'économie ivoirienne, mais surtout le repositionnement du port d'Abidjan dans le cercle des ports africains les plus compétitifs. Au troisième jour du SIA 2018, le Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles, des experts ont réfléchi à la question de l'agriculture biologique. Qu'est-ce que l'agriculture biologique et quel est son impact socio-économique? Élément de réponse avec notre envoyé spécial en France, Noël Niagno. De l'agroécologie, ça veut dire mieux produire sans utilisation de pesticides et sans utilisation d'engrais. De l'avis des experts, l'avenir de l'agriculture passe par cette combinaison. En France, la Drôme a réconcilié ses avantages écologiques avec l'agriculture biologique. Mais actuellement, les agriculteurs conventionnels, ils sont très mal à l'aise parce qu'on leur dit « vous nous empoisonnez avec vos pesticides ». Vous mettez beaucoup d'engrais, de l'azote qui pollue les nappes phréatiques ou les rivières. Et donc, c'est une manière de donner la perspective aux agriculteurs et paysans pour construire l'avenir en ayant une meilleure alimentation et en tenant en compte de toute la richesse de la nature. Il faut aller au-delà de la Drôme et préparer les générations futures à la découverte de l'agriculture bio. Seulement, voilà, cette agriculture a un prix qui ne freine pas l'ardeur des consommateurs qui acceptent de payer plus cher pour manger mieux. Le bio demande beaucoup plus de travail, donc il revient plus cher. Mais en France, la mentalité elle revient à manger des produits sains et de proximité et de saison. Et comme on a l'ensemble de ces trois facteurs, ça fait que maintenant, les gens, tant pis, ils se sacrifient un peu, mais ils préfèrent acheter sain, bon. En 2017, le marché bio français s'est porté à 8 milliards d'euros, en hausse de 11,9% par rapport à 2016. Parallèlement, les parcelles consacrées à l'agriculture biologique a fait un bond de 15%. Pour Dr Sangaré Abdourahmane, directeur général adjoint du CNRA, Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire, c'est un retour aux sources de la pratique agricole africaine. Problème, cette agriculture risque de faire long feu devant les exigences de l'heure. L'agriculture biologique est une pratique traditionnelle. C'est comme ça qu'on avait l'habitude de faire. Mais le problème, c'est le niveau de production, la productivité de cette agriculture. Devant un monde où la population va grandissante, il est difficile de faire face à ces défis, surtout pour nous qui avons le défi de nourrir une grande population. D'où la question, est-ce que l'agriculture bio permettra-t-elle de prendre la main sur l'avenir ? Et ici en Côte d'Ivoire, le Centre national de recherche agronomique, le CNRA, organise avec l'Institut international d'agriculture tropicale une rencontre d'experts de la culture de l'igname à partir donc d'hier lundi 26 février à Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Africa Yam ayant pour objet de valoriser et d'améliorer la productivité des espèces d'igname en Côte d'Ivoire. De nouvelles variétés d'igname à fort rendement ont ainsi été présentées par les chercheurs au cours de cette rencontre. Notre reporter était sur place, Jean-Luc Bango. Vivrière en Côte d'Ivoire, l'igname voit son développement affecté par de nombreuses contraintes liées aux attaques de parasites ou à la faible productivité du matériel végétal. Les chercheurs ivoiriens ont ainsi développé de nouvelles variétés qui permettent aujourd'hui de lutter contre la baisse de productivité de l'igname. Nous avons pu créer de nouvelles variétés qui sont plus résistantes aux maladies, qui sont de bonne qualité culinaire et qui n'ont par exemple pas de points noirs. Nous avons aussi des variétés qui ont de bons rendements. Les rendements actuels vont autour de 6 tonnes à 10 tonnes hectares. Aujourd'hui, nous avons des variétés qui peuvent aller jusqu'à 30 tonnes hectares. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire a intégré le projet Africa Yam, dont l'objectif est d'accroître le rendement et d'améliorer la qualité de l'igname. Trouver de nouveaux types d'igname qui soient de bonne qualité culinaire,
qui sont résistantes aux maladies et qui répondent aux besoins des utilisateurs. La production du Niam en Côte d'Ivoire est estimée aujourd'hui à 6 millions de tonnes. Elle représente à elle seule 31% de la production totale de vevriers du pays. Et puis l'actualité internationale en bref pour fermer ce journal. Une trêve humanitaire de 5 heures par jour a été annoncée par Vladimir Poutine en Syrie. Cette trêve quotidienne débutera ce mardi même au matin et elle devrait donner un court répit aux habitants de la Ghouta orientale. Le président russe a donc, semble-t-il, décidé de mettre en application au moins partiellement la résolution adoptée samedi soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un point positif, mais cela ne veut pas dire pour autant que le pilonnage exercé par l'armée syrienne cessera le reste du temps. Et puis après la vaste purge anticorruption à la fin de l'année dernière en Arabie Saoudite, dans les milieux d'affaires saoudiens et au sein de la famille royale, c'est l'heure du grand ménage dans l'armée. Le roi Salman a publié une série de décrets. Le chef d'état-major et d'autres responsables militaires sont limogés et remplacés dans la foulée. Aucune explication officielle n'a été donnée à ces changements, mais ils interviennent à un moment où le conflit meurtrier au Yémen s'enlise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Hamza. Merci. Alors on vous retrouve demain déjà tout à l'heure, à 13h. À 13h. Demain, je laisserai la place à Maïsako. Maïsako. Merci beaucoup. Merci. Allez, vous êtes toujours sur Matin Bonheur et il est bien installé, vous l'avez vu, notre consultant Jean-Baptiste Quadio. Avec lui, on parle entrepreneuriat. Donc, il nous donne toutes les astuces afin de construire véritablement notre entreprise, afin que notre entreprise ait une base solide. Et aujourd'hui, vous nous parlez du plan marketing. Oui. Bonjour. Bonjour. Ce matin, bonheur. Bien sûr, il faut saluer Marco, il faut saluer les téléspectateurs. Oui, je salue tout le monde. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de l'étude des marchés. Effectivement. Et Marco m'avait prêté un mot qui est bien juste, c'est-à-dire qu'il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner, il ne faut pas avoir peur des mots. On va utiliser marketing, stratégie, marketing, mais tout ça, ça participe de la politique commerciale de l'entreprise. D'accord. Et pour réussir? Et pour réussir, pour influencer le marché, on va utiliser 4 variables. Ce qu'on appelle communément les 4 P. Les 4 P du marketing, qui sont le produit, le prix, product, price, la place, et la publicité. Voilà. Produit, prix, place, publicité. Vous nous renvoyez dans des cours qui nous ont fatigués. Bien sûr, là on retourne à l'école. Alors, on va commencer par le produit. On va commencer par le produit et nous allons rester dans notre exemple de la dernière fois avec l'entreprise Nessi qui a décidé de faire de la restauration, être dans le marché de la restauration, mais avec une cible particulière, les clients qui sont des agents de banque, dans la localité de Cocody. Alors, une fois qu'elle a fait son étude de marché, il va falloir proposer le produit aux banquiers. C'est des gens bien, c'est des gens qui sont bien sapés. Enfin, bien, c'est-à-dire qui sont bien. La notion de bien. Vus comme tel par la société. Vous voyez, ils s'habillent bien, ils sont dans des endroits bien précis et ils n'ont qu'une heure de temps entre midi et 2 pour se restaurer. Donc, non seulement on va leur vendre la nourriture, mais on va leur épargner du temps. C'est extrêmement important. OK. Donc, comment Nessi va présenter ses produits? C'est-à-dire les caractéristiques de son produit. Les gens, ils ont du tchèp, ils ont de la loco. Mais Nessi va présenter un tchèp bien particulier en citant les ingrédients. Quelle est la valeur nutritive de tous les produits qu'elle utilise et qu'est-ce que ça apporte dans un environnement bancaire. Voilà. On mange, mais on ne dort pas parce qu'il y a les clients à servir. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, elle va présenter son produit de telle sorte que tous les banquiers aient envie de manger du Nessi, du produit Nessi. Voilà. Parce que le produit Nessi est précis, il est bien détaillé, bien on sait, on connaît la provenance. La provenance des ingrédients, la valeur nutritive que ça apporte et quel est le confort que ça apporte aux banquiers.
il ne perd pas du temps. Il est là pour son travail et Nessie va lui apporter cette nourriture-là. La nourriture n'est pas achetée au marché, là où il ne sait même pas comment c'est préparé. La nourriture, on va continuer tout de suite sur... le prix. Bon, avant le prix, peut-être la présentation du produit. Vous voyez, il y a des gens, moi je vois, ils s'en vont acheter le chip dans des plastiques. Et puis ils amènent au bureau. Dans des barquettes. Des barquettes. Même les barquettes, il va falloir que Nessie apprenne à inventer une barquette particulière qui fait la différence. Qui fait la différence. De telle sorte qu'on puisse dire, OK, ça c'est la barquette restaurant Nessie. C'est visible sur le marché, les mets sont comestibles, très appétissants et apportent une certaine valeur aux travailleurs de cette banque-là. Bien. Au niveau du prix, après l'étude des marchés, on a su que les prix varient entre 1 000 et 2 500 francs selon le plat du jour. Alors, Nessie va regarder parce que soyez sûr que lorsqu'elle va commencer à faire son étude de marché, commencer à interroger les autres là, les autres, c'est-à-dire ceux qui fournissent la restauration, vont commencer à s'intéresser à elle aussi. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle veut venir faire dans ces milieux-là? OK. Donc, la concurrence va la surveiller aussi. Elle va surveiller la concurrence. Donc, le prix, elle va dire, moi, je fais mon prix à 1 300 francs au lieu de 1 500 francs. Donc, non seulement je vous fais gagner du temps, je vous apporte une nourriture appétissante où vous pouvez contrôler l'origine bien présentée, mais à un prix nettement inférieur à ce que vous avez l'habitude de consommer. Ça, c'est sûr qu'on aura beaucoup de clients. Elle voit déjà le côté argent d'abord. C'est pas à part ici. Bien, OK. C'est les finances dont on a parlé. Voilà. Donc, si elle présente très bien ses produits, que les prix sont très bas et que les banquiers n'arrivent pas à accéder à cette nourriture, elle n'aura rien fait. Donc, quelle est l'organisation qu'elle va mettre en place pour que ces banquiers aient leurs produits, leurs repas exactement à 12 heures. Donc, politique de distribution des repas. On peut donner un exemple, par exemple, à Nessie. Au lieu de venir les contacter, par exemple, à 12 heures, Nessie, par exemple, le matin, quand ils arrivent, ils peuvent avoir un texto qui leur signale oui, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui, et puis ils peuvent remplir, et ils envoient à la base de données de Nessie. Merci beaucoup. Voilà, ça peut être une plus-value. C'est une plus-value. Merci beaucoup, Marco. Donc, j'ai droit à une part, je dois prendre des parts dans la société Nessie. Tout au moins votre commission. Okay. Voilà. Alors, on a parlé du produit. Maintenant, le prix. Le prix, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. On regarde la concurrence et puis on voit quel est le prix que nous, on peut faire pour attirer cette clientèle-là. Vous voyez, à l'époque, il y avait une marque de chaussures qui avait un prix psychologique. On ne vous vend pas le produit à 1 000 francs. La paire de chaussures, là, on ne vend pas à 1 000 francs. On vend à 990 francs. 990 francs, ce n'est pas 1 000 francs. Mais c'est pratiquement 1000 francs. C'est pratiquement 1000 francs. Alors, quand vous achetez, vous dites, oh, la monnaie 10 francs, qu'est-ce que je vais en faire? Mais vous avez dépensé 1000 francs. Mais le prix, c'est 990 francs. Donc, c'est un prix psychologique. Et quel est le prix auquel les gens sont prêts à accepter votre produit de qualité? Donc, la fixation du prix va obéir à toute cette psychologie. Parce que l'Ivoirien a ceci de particulier qui n'aime pas aussi ce qui est trop moins cher. Voilà. Quand il sent qu'il y a un produit qui est moins, je dis non que c'est du banabana. C'est de la camelote. Voilà. C'est quand même bizarre, mais l'Ivoirien, enfin une frange de la population aime quand c'est cher, on se dit bon, tout le monde ne va pas venir, voilà, donc on peut acheter. Les gens sont mazous. Voilà. Ce qui fait que des fois, il y a des produits qui n'ont pas de moindre valeur, pas le prix, mais bon. De moindre qualité, mais vous augmentez le prix, ils vont venir acheter. Bon, il y a des gens il y a des entrepreneurs qui vont jouer sur cette vision des Ivoiriens. Voilà, ils aiment ce qui est cher. Donc, je l'achète à 10 francs, je lui vends à 1000 francs, il va acheter. En pensant que c'est la qualité. Mais dans 3 mois, il sera obligé de revenir pour acheter la même chose. Donc, c'est ça. Donc, la fixation des prix obéit à un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il faudra couvrir vos charges
C'est ça, il ne faut pas vendre à perte. Donc, c'est toutes ces études qui ont été faites et puis on propose le prix de 1 300 francs au lieu de 1 500, en sachant toujours qu'on gagne 300 francs. 300 francs multipliés par le nombre de plats que je vais servir, c'est les œufs la pierre qui roule qui amasse la mousse. Donc, vous pouvez faire à 2000, mais si personne n'achète, vous ne gagnez rien. Si vous faites à 1 300, qu'il y a 1000 qui achètent, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, c'est toute cette étude-là qui a été faite pour que les plats puissent se vendre correctement aux banquiers. Bon produit, bon prix, visibilité. Donc, l'équipe Nessi doit être organisée de telle sorte que les plats puissent être servis au bon moment, sans retard. Ça, c'est très important. Surtout qu'il s'agit de nourriture. Voilà. Dans le milieu de l'alimentation, la ponctualité est déterminante. C'est une exigence de taille. Et donc, son équipe. Et puis, les gens ne doivent pas venir en haillons, plein de sueur. Non, ce n'est pas possible. La présentation. La présentation doit être glamour. Voilà, c'est ça. Glamour. Ça doit donner envie. C'est du Nessi. Elle vend son image aussi. Voilà. Et il y a également la publicité. La publicité. Il faut faire connaître le produit Nessi. Il faut dire, moi, mon plat de chèvre, voilà comment ça se présente. Je prends telle quantité de riz, je prends telle quantité d'huile, huile de telle qualité, et voilà les produits que j'ai. Et vous faites de la publicité. Mais le drame, c'est quoi? C'est que si vous faites de la publicité, que le repas n'arrive pas, ça vous dessert. Si vous faites le plat, que ce n'est pas connu, ça vous dessert aussi. Si vous faites le plat, que le prix, voilà, ça vous dessert. Voilà. Donc, il faut orchestrer tout ça pour pouvoir accrocher le marché, pour pouvoir accrocher la clientèle. Justement, comment ça s'orchestre? Le bon orchestrateur, comment il fait? Le bon orchestrateur, c'est celui qui connaît les caractéristiques de son marché, qui connaît les besoins de ses clients, de la cible de la clientèle qu'il a visée. Donc, il fait une très bonne étude. Et il va en laboratoire et il propose des produits et des services adaptés. Adaptés à l'odorat, au goût, au temps. C'est une quête perpétuelle. Parce que chaque détail compte. Hein? Chaque détail compte. Absolument. C'est extrêmement précis. Voilà pourquoi l'entrepreneur doit être audacieux, il doit être tenace, il doit travailler de 4 h du matin jusqu'à 22 h et puis être patient. Être patient, on l'a suffisamment souligné ici sur le plateau. Et les jeunes Ivoiriens doivent être patients lorsqu'ils décident d'entreprendre. Et ce qui est très important dans ce que vous dites également, hein, c'est qu'il faut avoir ce petit quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a un grand hôtel que je ne vais pas citer à Dubaï, qui appartient à une famille milliardaire, à une jeune dame, mais qui, malgré sa fortune, elle-même vient à la réception recevoir les clients de façon nominative, c'est-à-dire personnellement. Vous arrivez aujourd'hui, monsieur et madame Kouadio, elle descend, et c'est après qu'on vous dira que c'est la propriétaire. Absolument. Mais c'est magnifique ça. Magnifique. Combien de personnes qui feraient ça à Abidjan? Patron. Oui. Tu es patron de qui? Tu es employé de ton entreprise. Toi-même, tu es... Il faut te dire que tu es un employé de ton entreprise. C'est ton entreprise qui te commande. Ce n'est pas toi qui commandes l'entreprise. Les clients sont rois. Bon, OK, on va voir la fidélisation des clients à la prochaine émission et comment développer son chiffre d'affaires sur le créneau qu'on a retenu. Client roi, comment développer son affaire. Et puis, il faut dire aux entrepreneurs qui nous regardent, il faut revenir là-dessus. Il faut un petit quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école. Ce que M. Kouadio nous dit est déterminant, le prix, le produit, la place, la publicité. Mais il faut donner aussi quelque chose de vous, quelque chose qui fait... Vraiment, il faut qu'on sache que c'est l'entreprise Nessi. Il y a le sourire qui va avec, il y a le petit appel, il y a des petits messages qu'on envoie chaque semaine pour vous souhaiter une bonne semaine. Il y a des choses, quoi. Le bon entrepreneur, ce n'est pas forcément celui qui sort de l'école. C'est celui qui a appris à observer et à noter les détails qui vont faire la différence avec le concurrent. C'est ça. Donc, on va mélanger une dose de connaissances scolaires et universitaires, une dose d'observation. Une dose de psychologie. De psychologie. On va utiliser toutes les sciences possibles. C'est ça. Celui qui est commercial, par exemple, qui vend du matériel informatique, peut aller chez un client qui ne se sent pas bien. Mais il peut se dire, non, ça, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis venu vendre mon ordinateur. Mais discuter avec lui, prendre le temps de l'écouter. Quels sont ses problèmes, lui acheter des fruits. Lui proposer des solutions. Ne même pas parler des produits informatiques ces jours-là.
rééchelonner un peu. Voilà. Oui, comme je vois que vous n'êtes pas bien, bon, on va rééchelonner un tout petit peu. Quitte même à rogner un peu sur mes commissions, mais montrer quand même que... Et ça compte. Que je m'intéresse à lui. Oui. Pas à sa poche, mais c'est à lui que je m'intéresse. On le disait pour les banquiers. Ce n'est pas à leur argent qu'on s'intéresse, même si là-bas c'est l'argent qui mais c'est à lui qu'on intéresse, à sa santé, à sa disponibilité pour son entreprise et ainsi de suite. Donc, en dehors du plat qu'on propose, on propose du temps, on propose beaucoup d'autres choses que nous avons notées et qui vont faire la différence avec les autres. De la disponibilité et tout ça. Voilà. Donc, on va récapituler. Donc, avec vous, on a vu les 4 P pour la stratégie commerciale, donc la stratégie marketing, le produit, le prix, la place, la distribution, la publicité. Et la publicité. C'est les 4 variables classiques qu'on prend pour agir sur son marché et sur ses clients. Mais comme Marco l'a souligné, il y a des détails qui ne sont pas là. Et c'est pas tout qu'on apprend à l'école de commerce. Que parfois, les téléspectateurs disent « Oui, mais vous n'avez pas insisté sur telle chose, vous n'avez pas insisté sur tel aspect. » Je voudrais dire que si on a 10 000 projets, il y a 10 000 approches différentes. Donc, sur le plateau, ici, on ne peut pas parler de tout en 15 minutes. Ce n'est pas possible. Ça, il faudrait qu'ils nous excusent, on leur demande pardon, mais on ne peut pas parler de tout. Moi, je connais des femmes, par exemple, qui font de petits commerces, entre guillemets, qui vendent de la ticket. Mais c'est tellement fait avec beaucoup d'amour. On sent tellement d'amour chez ces femmes-là. Par contre, il y a des femmes à côté qui sont tellement, entre guillemets, tellement désagréables que... Acariâtres. Oui, qui sont désagréables, qui démarrent au quart de tour. Mais bon, ça se ressent tout de suite. Hein. Oui, elles vous diront, s'il ne veut pas manger, il n'a qu'à partir. Voilà. Par contre, vous allez chez le Mauritanien, vous avez un billet de 10 000, il va vous donner la monnaie. Mais par contre, chez d'autres, on n'a jamais la monnaie. Il va se débrouiller, vous donner la monnaie, parce qu'il sait ce que 5 francs, ce que ça représente. C'est très important. Dans le secteur du transport, il y en a qui sont sales, très sales. C'est-à-dire, eux, ils ne font pas du transport, ils cherchent de l'argent. C'est différent. Du ramassage. Du ramassage, voilà. C'est pas possible. On fait du transport, donc on doit avoir un véhicule qui est propre. Nous-mêmes, en tant que conducteurs, nous devons être propres. Mais il y en a de plus en plus qui sont bien habillés, qui sont courtois. Il y en a même qui parlent anglais, tout ça. Attention. Absolument. Bon, donc vous voyez que dans ce secteur, on peut réussir en proposant autre chose que ce qu'on voit actuellement. Voilà. Il ne faut pas faire du suivisme parce que Nessie a fait sa marché. Bon, je vais faire exactement la même chose que Nessie. Ça, c'est très ivoirien, ça. Oui, bon, ce secteur-là, ça va. Bon, c'est Anaka. Oui, bon, on va faire, nous tous, on va faire ça. Et puis, bon, après, bon, on sent que ceux qui sont là-dedans n'ont pas il n'y a pas la passion. Mais on a suivi quelque chose tout à l'heure. On parle d'agriculture biologique. Mais nos parents, avant, ils faisaient quoi? C'était ça, en fait. Qui a envoyé chimie et puis engrais, tout ça. On retourne aux sources. Maintenant, il va nous faire retourner aux sources. C'est très bien. Ça veut dire que nos parents faisaient de très bonnes choses. Voilà. Donc, en conclusion, et ça aussi, ça donne des idées. Sur le plateau, ça m'a donné des idées. Donc, ça veut dire que pour l'entreprise Nessie, qui a pour client donc, la zone des banquiers de Cocody, le produit doit être de bonne qualité, le prix doit être un prix vraiment bien étudié, psychologique adapté, et puis la distribution doit être conséquente, sans oublier que la publicité doit être permanente parce que la concurrence guette. Et ensuite, Nessie aura quelque chose de particulier. Ce sera par exemple ce sourire-là quand elle vient livrer. Oui, pas que ce sourire, mais également le prix. Pas sourire, sourire. Je suis obligée de sourire. Le prix, tout ça. Le prix, voilà. Donc voilà, merci, on a bien compris, il faut faire la différence. Il y a beaucoup de taxis, hein. Il y a énormément de taxis. Donc, ça va dépendre du service que vous offrez. Parce que si je vois quelqu'un bien habillé dans son taxi, c'est sûr que je vais préférer ce taxi-là à un autre qui est mal entretenu. Voilà, j'ai une amie qui m'envoie un message à l'instant sur la page qui dit qu'il est monté justement dans un taxi et le taxi lui demande quel genre de musique il veut,
un taxi climatisé qui demande quel genre de musique il veut et quelle chaîne il veut. Il dit, c'est la première fois que j'entends ça. Je me suis dit, il y a quelque chose qui coince. C'est-à-dire tellement que les gens sont habitués au contraire. Quand on leur propose un bon service, bon, ils sont étonnés. Au même prix. Au même prix que les autres. Oui, bonjour monsieur, vous partez où? Le taxi descend, le taximan descend, il prend les affaires. Où vous partez? Vous voulez écouter quelle chaîne? Chaîne musicale ou chaîne d'information? Il regardait le monsieur, vous êtes sûr Mais là, ça donne envie de prendre le numéro du chauffeur de taxi. Voilà. Et à chaque fois qu'on a... lui demander de venir chercher à la maison et proposer ça à d'autres personnes pour dire, ah, je connais. C'est exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Et le bouche à oreille, on ne le dira jamais assez dans les affaires. Ça fait partie de la publicité. Ça fait partie de la publicité. C'est la meilleure publicité qui puisse exister. Justement, parlant de publicité, il est 7h à Matin Bonheur. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Une nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Fouani, mon goût de cœur. Du 5 février au 5 mars 2018, achetez et gagnez de nombreux lots. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour en profiter maintenant. Fouani, fermier depuis 1975. Le vrai goût du poulet. De retour sur le plateau de Matin Bonheur, il est bien installé, notre consultant du jour, l'avocat Maître Koné Kiobien avec lui. On parle de la légitime défense. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Vous le savez, il faut d'abord passer par le petit élément explicatif de la thématique et on revient pour la discussion. Face à une agression, comment se défendre? Que faire? À cet instant, toutes les idées pour sortir de ce pétrin germent dans l'esprit de la personne qui est en mauvaise posture. En un mot, l'agressé cherche à se défendre. Et il arrive bien souvent que l'agressé tue l'agresseur. À qui la faute? Une personne qui m'agresse, là, je suis en droit de me défendre par tous les moyens. Et là, j'utiliserai les moyens que je peux dire que je trouverai sur place, en ce moment précis-là, pour me défendre. Ce qui peut même m'amener à faire mal à l'agresseur, parce que j'ai ma vie en danger. Dans le cas où la réaction immédiate est la défense de sa vie, on se sent en danger et on sent la vie de ses proches en danger, on peut avoir une réaction de défense qui peut même coûter la vie à l'agresseur. Tu as un deux-feux, tu es au milieu des bandits, tu es dans un couloir de la Sogefia par exemple, tu as un deux-feux au milieu des bandits, il n'y a pas d'issue, tu as une arme sur toi, il faille que tu l'utilises pour pouvoir te sauver. Et moi, dans ce cas de figure-là, moi je ne vais pas lésiner sur les moyens, quoi. Si ce dernier rentre chez moi, qui se présente comme un agresseur et pas un homme normal, alors dans ce cas, puisqu'il est armé, moi je ne suis pas armé, et il rentre chez moi et qu'il me dit qu'il est agresseur, moi automatiquement, je me laisse faire. Parce que si je veux appliquer la force, il a plus de force que moi, puisque moi, il m'a trouvé chez moi. Je ne me suis pas apprêté à ces agressions. Je ne m'attends pas à un bandit qui vient vers moi. Je sors le matin, je me mets dans mon lieu de travail.
quelqu'un vient m'agresser sur la route, mais je sais qu'il me menace de mort. S'il y a quelque chose sur moi pour me défendre, je sors l'arme qui est sur moi pour me défendre. Dans une société de plus en plus violente, où les atteintes à l'intégrité physique des personnes sont monnaie courante, pourquoi ne pas se défendre pour échapper à la mort? N'est-ce pas légitime de se défendre? La légitime défense, c'est lorsque une personne rentre chez vous, vous attaque, vous répliquez automatiquement pour vous défendre. La légitime défense, c'est se défendre de façon légitime, comme on le dit, c'est pouvoir se défendre par ses propres moyens devant une situation d'agression, face à des agresseurs. La légitime défense, c'est un peu comme le droit naturel que toute personne a d'utiliser sa propre force pour pouvoir se défendre. La légitime défense est sujette à controverse, car les conditions légales de la légitime défense compliquent la tâche du justiciable qui se heurte souvent à un problème de preuve. En effet, comment prouver que l'on était en état de légitime défense, avec ce véritable saut d'obstacle juridique, à savoir l'exigence de la proportionnalité? Voilà, ça c'est un thème vraiment d'actualité, à l'instar de tous les thèmes donc choisis par la rédaction en chef, d'autant plus que ce thème-là a une résonance particulière. La semaine passée, nous avons eu un formidable reportage de notre journaliste Guillaume Zéré qui parlait de la vindicte populaire qui devient de plus en plus, qui est courante, qui est légion dans bon nombre, partout en Côte d'Ivoire et même dans le monde, dans tous les pays principalement en voie de développement. Et donc nous avons choisi ce thème-là pour vraiment redéfinir les choses et faire table rase. Alors, la légitime défense, maître, bonjour. Comment la définir exactement? C'est quoi la légitime défense pour les nuls que nous sommes? Bon, pas pour les nuls, pour le non-juriste, vous voulez dire. La légitime défense, c'est, selon notre code pénal, bon, s'il rentre dans les considérations juridiques approfondies, on dira encore qu'il est en train de donner des thèmes techniques. C'est pour ça que j'ai dit pour les nuls, justement. Vous partez du fait que la légitime défense, c'est un fait qui efface la responsabilité pénale. Dans notre code, c'est classé dans le chapitre les causes qui suppriment l'infraction. C'est-à-dire qu'on ne dit même pas qu'il y a infraction. C'est un fait qui, en d'autres circonstances, pourrait être considéré comme infractionnel, mais dans ce cas précis, ce fait-là efface l'infraction. Et cette précision faite, il faut que la légitime défense, c'est le fait de commettre un meurtre, une blessure, lorsqu'on a été obligé de se défendre. Se défendre contre une agression. D'accord. C'est-à-dire pour faire un homicide ou des blessures volontaires commandées par les circonstances de la défense de soi-même, d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé. Mais là, quels sont ses effets? Les effets de la légitime défense, c'est qu'elle efface l'infraction. Totalement, il n'y a pas d'infraction. Même pas d'amende à payer. Donc, vous voyez qu'on a oublié de revenir à la définition. On vous dit, il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité de la défense de soi-même, d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé. Il faut dire qu'il y a deux situations. Il y a la légitime défense proprement dite et ce qu'on appelle la présomption de légitime défense. La présomption de légitime défense, et ça fait l'objet d'un article particulier dans le code pénal, c'est le fait pour quelqu'un, on dit même de façon courante, il est présumé agir en légitime défense, c'est lui qui commet un homicide ou porte des blessures, des coups ou fait des blessures en repoussant pendant la nuit. La circonstance, pendant la nuit. L'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison, d'un appartement habité ou de leur dépendance, soit en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. C'est très précis. Là, on est dans les cas. Ça, c'est la présomption. C'est-à-dire qu'elle est présumée déjà. On estime qu'il est déjà en légitime défense. Lorsque de nuit, il entend du bruit, il voit quelqu'un qui escalade. Pourquoi on dit présumé? Parce qu'en son temps, il faut dire que lorsque la notion de légitime défense a commencé à faire jour en Europe, on a vu des personnes qui ont abattu d'autres personnes qui escaladaient des murs ou clôtures. Et au dernier moment, on se rendait compte que ce sont des personnes qui venaient voir leur fille ou bien leur protégée à la maison. Donc c'est pourquoi on a dit non, c'est une présomption.
à la personne maintenant de montrer que la personne, celui qui venait avait de mauvaises intentions. Alors, maître, dans quel cas... c'est une présomption qui peut tomber si la preuve contraire est rapportée. Mais là, j'imagine vraiment que ce sera difficile d'envoyer la preuve contraire. Okay. Dans quel cas on peut dire qu'on est en légitime défense? Quels sont les cas précis? Cas précis. D'abord, il faut commettre un fait infractionnel qualifié crime ou délit. C'est-à-dire, vous faites un homicide, c'est-à-dire vous tuez quelqu'un, ou bien vous portez des blessures. Vous portez des coups ou bien vous faites des blessures à quelqu'un, commandé par une circonstance particulière, c'est-à-dire commandé par la nécessité actuelle de se défendre soi-même, de défendre autrui ou défendre un bien juridiquement protégé. Contre une attaque injuste, proportionnée, il faut que la réaction soit proportionnée aux circonstances, notamment la gravité des faits, la gravité des circonstances, la violence de l'attaque. En tout cas, c'est la situation actuelle qui détermine les conditions réelles dans lesquelles on pourrait dire que quelqu'un est en légitime défense. Maître, on va prendre des cas pratiques. Des cas pratiques. Alors, je suis chez moi. Oui. Il y a quelqu'un qui entre, oui, qui veut me porter main. Oui. Je réagis, la personne est atteinte. Oui. J'ai agi en cas de légitime défense. Vous êtes en cas de légitime défense. Si je suis chez moi, oui, la personne ne m'a rien fait, que je touche à cette personne, ce n'est pas un cas de légitime défense. Non, là, ce n'est pas un cas de légitime défense, non. Même si la personne est venue me trouver chez moi. Non, la personne est venue vous trouver chez vous. C'est pourquoi on dit qu'il faut qu'il y ait une attaque injuste. Et là, la loi est bien claire dessus, attaque injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée autrement que soit par la défense concomitante et proportionnée aux circonstances. Nous sommes en boîte de nuit. C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez vous, qui se met à vous insulter, oui, imbécile, chien, voilà, ainsi de suite. Vous prenez votre fusil, vous tirez en ce moment, franchement, c'est pas la légitime on ne peut pas dire que c'est une légitime défense. Mais vous êtes par exemple dans un établissement, donc vous êtes en boîte de nuit, mais dans un maquis comme ça, oui, et la personne vient, elle casse une bouteille sur votre tête. Ah oui, là c'est la légitime défense. Là, si vous réagissez, c'est une légitime défense. Là, vous réagissez parce que c'est une attaque. Elle est actuelle, elle est injuste, elle est violente. Et puis, c'est vous. Puis on dit qu'il faut que la question des circonstances est très importante. Même s'il y a eu des invectives de votre part avant, c'est... Non. Aujourd'hui, il faut tenir compte des circonstances, comme je l'ai dit. Si vous êtes sur un plateau de télévision, que vous prenez votre tasse, vous la lancez, je peux la dribbler, et puis bon, après, on se poursuit sur le plateau. Mais en boîte de nuit, dans la pénombre, vous ne savez pas ce que la personne a comme arme. Il faut que... Et parlant même de circonstances, il faudrait que le caractère violent ou pas de l'acte d'agression puisse être déterminé par l'homme moyen. C'est-à-dire la loi dit qu'il faut que l'individu moyen puisse savoir ou bien croire qu'il était en train d'être agressé. C'est-à-dire, par exemple, je vous prends quelqu'un, un champion de judo ou bien un champion de karaté ou bien un champion de boxe ou bien un tireur d'élite qui tombe sur une personne en plein jour qui a un bâton en main. Bon, un champion de karaté, c'est vrai on pourrait dire qu'il peut croire qu'il y a une agression. Mais sa manière de percevoir l'agression ne sera pas la même qu'une femme seule dans un endroit mal fréquenté. Ce ne sera pas la même chose. Donc ça fait que les circonstances sont toujours prises en considération de la personne qui use de cette voie. Mais en même temps, maître, est-ce que la légitime défense ne peut-elle pas être un échappatoire pour couvrir certains crimes? Oui, là, la question revient toujours. Très souvent, on se demande où est le crime, où est la légitime défense, ou bien entre le délit et la légitime défense. Souvent, la limite n'est pas très nette. Mais il faut dire qu'une personne qui se sent agressée, très souvent, la meilleure des choses, si elle ne peut pas fuir, qu'elle se bat, en ce moment-là, elle est bien placée pour dire qu'elle était en légitime défense. Mais il peut arriver au départ, j'entends souvent des questions du genre, pourquoi il n'a pas fui? Ou pourquoi il ne s'est pas maîtrisé? Pourquoi il ne s'est pas maîtrisé? Mais devant une agression, combien sont ces personnes qui peuvent se maîtriser sans se défendre? Le premier réflexe, l'instinct de survie, c'est la réaction. C'est la réaction. Ou bien fuir. Mais quand on regarde, vous êtes dans un endroit où vous estimez qu'en fuyant, vous allez encore rencontrer d'autres agresseurs devant. Dans un endroit mal éclairé, dans un endroit mal fréquenté, où vous trouvez sous un pont, on dit mais fuis pour aller où? Donc très souvent, la personne fait face. Et au dernier moment, on vient vous dire non, il a fait ceci, cela. Mais il faut dire que très souvent, dans ces genres de choses,
il ne faudrait pas qu'on se leurre. C'est rare qu'on a vu quelqu'un à qui on vient chercher les poux dans les cheveux lorsqu'il s'est défendu en fonction des circonstances. Imaginez-vous, vous êtes dans un endroit sous un pont mal fréquenté, ou bien dans les parades d'un fumoir. Vous voyez des individus qui viennent vers vous. Si vous réagissez, que vous en tuez, vous croyez qu'on viendra vous demander pourquoi vous avez réagi? Monsieur... Mais qui compris dans la même circonstance que vous, on réagit de la même façon. Monsieur Sakanoko, qui nous envoie à l'instant un message sur le compte Facebook de notre émission. Je suis tombé en panne aux alentours, donc, sous un pont d'Abidjan, et j'ai vu des gens courir vers moi pour soi-disant m'aider. Je fais partie de... Enfin, c'est un corps habillé. J'ai sorti mon âme. Est-ce que ça, c'est... Il tombe en panne. Il n'a pas dit l'heure. 1h du matin, 1h du matin, un samedi. Vous tombez en panne sous un pont. Mais aujourd'hui, vous avez 80% de chances d'être agressé. Oui. Bien sûr. Donc celui que vous voyez en premier lieu, il est présumé être un agresseur, sauf s'il ne fait pas de blanche. Mais à cette heure-là, 1h du matin, qu'est-ce qu'il fait là, lui, qui n'est pas en panne? Mais il vient vous dépouiller. Mais vous êtes en légitime défense. D'accord. Maintenant, si vous pouvez faire autrement, lui, c'est encore habillé. Il n'a pas besoin forcément d'abattre. Des tirs de persuasion peuvent vous suffire. Dissuasion, pardon. Des tirs peuvent vous suffire pour éloigner. Bon, Abidjan ici, la nuit. Bon, là où me dit Abidjan ici, c'est vrai aussi. Franchement, c'est vrai aussi que s'il tire et que les gens se rendent compte qu'il est armé, peut-être que celui que vous voyez a des complices tapis dans l'ombre. Mais bon, en fait la situation est toujours prise in concreto. Est-ce qu'il a le droit de tenir ceux qui viennent vers lui en joue? Bien sûr. Okay. Mais il se défend. Okay. Mais écoutez, c'est soit lui ou les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Se laisser tuer? Ou bien que faire? Mais il se défend. S'il a une arme, la partie visée aussi compte. Hein. Justement, en tant que corps habillé, il a eu une formation suffisante pour savoir qu'on peut ne pas forcément tuer, on peut écarter un danger sans forcément tuer. La partie visée compte. Mais il y a la dose d'adrénaline aussi, là. Son véhicule en panne, vous dites son véhicule en panne, il est 1h30 du matin, c'est difficile psychologiquement. Oui, mais il a reçu une formation que vous et moi n'avons pas reçue. Si aujourd'hui on tombe en panne dans les mêmes circonstances et qu'on nous donne des armes, nous qui voyons certainement pour la première fois une arme, imaginez-vous l'usage qu'on va en faire. Et si c'est lui qui est un corps habillé, qui a eu une formation aguerrie, il vous dira non, il faut la tenir ainsi, il faut tirer là pour ne pas tuer la personne, parce qu'il faut l'interroger après aussi. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai dit on prend en compte les circonstances et la personne elle-même qui est en situation de légitime défense. Vous prenez une femme apeurée, vous la trouvez seule dans une maison, et puis vous portez un masque en disant oui, je vais vous tuer. Mais imaginez-vous, sa peur sera différente du champion de karaté qui lui dit bon, avancez, on verra. D'accord. Et également, on parle de proportionnalité. Oui. Là, vous savez, lorsqu'on faisait ce cours en deuxième année, quand le professeur nous a parlé de proportionnalité, on dit mais qui peut juger de la proportionnalité une vie contre une vie? Ou bien, ben, ça dépend aussi effectivement, le professeur nous a dit non, calmez-vous, mais imaginez-vous, vous défendez une poupée et vous tuez quelqu'un. Il y a une proportionnalité. On dit non, il a voulu prendre la poupée de mon enfant. C'est pourquoi je l'ai tué. Ou bien, parce qu'on dit, c'est la légitime défense d'un bien juridiquement protégé. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, votre corps fort est attaqué, vous réagissez, vous tirez. C'est une légitime défense d'un bien juridiquement protégé, c'est votre bien. Mais s'il s'avère que c'est votre chien qui est en train d'être volé et que vous prenez une lance-roquette, là, quand même, il n'y a pas de proportionnalité, là. Hein. D'accord. Voilà. Ou bien, vous dites, pour les animaux, pourquoi non. il a pris mon stylo? Et c'est pourquoi vous avez pris une massue pour le tuer, pour le taper sur la tête? Mais non, attends, il n'y a pas de proportionnalité là. Donc la proportionnalité tient compte du bien défendu et du bien qu'on a détruit, ou bien de la vie qu'on a ôtée, ou bien du coup qu'on a porté. Et si moi j'ai un lien particulier avec mon stylo, par exemple, c'est mon défunt père qui me l'a offert? Oui, mais la valeur du bien n'aura pas changé. On ne juge pas en fonction de l'attachement que j'ai pour l'objet? Oui, l'attachement, mais sur le coup, celui qui sera chargé de rendre sa décision, il tiendra compte de la valeur du bien. C'est vrai que ça a une valeur affective. Mais très souvent, quand on parle de proportionnalité, une vie contre une vie, là, il n'y a pas de... On peut pas penser qu'une vie puisse valoir une autre. Quoi. Maître, on doit soit supérieur à une autre, je veux dire. Justement, parlant de vie, de plus en plus, c'est peut-être un secret, c'est pour personne, on assiste de plus en plus à la vindicte populaire. Oui. Les Ivoiriens, les gens sont toujours en train de... On attrape un voleur, ça c'est le coup classique. Hein. On attrape un voleur dans le quartier, on va le bastonner sans l'envoyer au commissariat, tout ça. Comment ça doit se passer concrètement? Bon, en fait, j'allais en venir. Parlant d'actualité de l'attaque qu'on écarte, lorsque la personne
dont on écarte l'attaque n'est plus dangereuse, il n'y a plus de légitime défense. Ah, ça c'est très important. Vous maîtrisez la personne, on la déshabille même parfois, elle est assise au milieu de la foule, toute excitée, en colère. Bon, très souvent, les gens essaient de... c'est la vindicte populaire, pas la vindicte populaire, c'est la clameur publique, où on dit voleur, le type, il est sans défense, et on voit quelqu'un qui prend un bois, qui vient le taper. Là, ce n'est plus la légitime défense. Là, en ce moment-là, si la personne porte un coup, elle pourra être poursuivie pour coup. S'il y a une blessure, coup et blessure volontaire. Si la personne qui a été atteinte meurt, on va la poursuivre. Ça, il faut expliquer, hein, ça, parce que franchement... Oui, parce que celui qui... Lorsque le danger est écarté, on n'est plus en légitime défense. Vous surprenez un voleur chez vous. Vous criez voleur, il commence à courir. Vous entrez chez vous, vous allez chercher votre machette, puisque vous courez plus vite que lui, vous le rattrapez, vous le tuez, en ce moment, vous n'êtes plus en légitime défense. Parce qu'il était en train de fuir. En son temps, le professeur se reconnaîtra, un professeur en deuxième année avait donné un sujet où il a dit que quelqu'un a surpris un délinquant chez lui, un brigand, et que le brigand s'est mis à courir. Il a tiré. Tous les étudiants, la plupart des étudiants ont dit non, il n'y a pas de légitime défense parce que l'attaque avait disparu, le risque, du moins la menace avait disparu. Qu'est-ce que le professeur va nous dire dans sa correction? Ces types de bandits sont d'une dangerosité telle qu'il faut les anéantir maintenant parce qu'ils pourraient revenir sur leurs pas et commettre ce qu'ils avaient commencé et qu'ils n'ont pas pu terminer. Bon, j'avoue qu'en son temps, on a été tous scandalisés. Mais on ne sait pas pourquoi l'occasion ne nous a pas été donnée de demander à ce professeur-là si la légitime défense avait de nouvelles conditions ou bien si c'était une décision jurisprudentielle qu'il avait tenté de nous faire passer. Mais là, on a trouvé ça, sur le plan totalement scientifique, on a trouvé ça un peu léger. Mais certainement que dans les circonstances, il y a des voleurs aussi dont la dangerosité fait parler d'eux dans le quartier. On dit celui-là, il est dangereux, il est ceci, il est cela. Vous le voyez en train de fuir. Bon, je dis toujours, c'est les circonstances qui commandent la réaction. Si par exemple, il a l'habitude de voler, ou bien quand il vole, il court, il ne va pas loin, il se cache et il revient après. Bon, tout ça, il est connu pour ça. C'est les circonstances qui permettront de dire si la personne qui a commis l'infraction était vraiment en légitime défense ou pas. Donc vous voyez qu'il n'y a pas, ce n'est pas une formule mathématique qu'il faut appliquer ou bien des cases qu'on remplit. Tout dépend des circonstances. D'accord, tout dépend des circonstances. Donc la vindicte populaire... Non, la vindicte populaire, là, elle ne peut pas. À partir du moment où le voleur, il est maîtrisé, il est assis, il est déshabillé, ce qui n'est pas d'abord, ce qui est contraire même aux droits fondamentaux de l'homme quand même. Vous attrapez un voleur, mais vous le déshabillez, pourquoi? C'est facile à dire sur un plateau de télé. Il y a des voleurs, par exemple. Il a traumatisé tout un quartier pendant des années. On le recherche. Et quand on l'attrape, comprenez que ce soit humain parfois. Mais bon, on le déshabille. C'est vrai qu'il faut... Mais envoyez à la police. Oui. Mais je vous dis, un ancien bâtonnier me racontait des faits. Il me dit qu'un jour, il était chez lui, on l'appelle, on dit non, qu'il y a un enfant, la maman d'un enfant qui l'appelle. Le jeune homme habite le quartier. On l'accuse de vol. On le prend dans le quartier, on le déshabille, il se promène nu dans le quartier. Tous ses camarades de classe et ses camarades de promotion le voient, fille comme garçon. Sa maman a acheté sa maison là, ils habitent là, ce n'est pas qu'un jour ils vont déménager, aller ailleurs. Mais imaginez-vous l'état d'esprit de cet enfant-là lorsque après, le bâtonnier a dû venir immédiatement. Il arrive, le jeune homme est déshabillé dans le quartier. Il habite là, avec ses parents. Tout le monde le connaît. Mais demain, s'il y a un suicide, vous pensez que cet enfant-là, qui sera responsable du suicide? C'est un voleur, vous l'avez pris. À partir du moment où vous l'avez maîtrisé, la loi recommande de le confier aux personnes habilitées par la loi. Sans se faire justice. Maintenant, les gens vous diront, mais il a trop volé dans le quartier, ainsi de suite. Le maître connaît, il est assis sur un plateau de télévision, il est en train de dire des choses qu'il ne connaît pas. Mais effectivement, il y a des quartiers aussi où viendront, on dit non, quand on les prend, on les envoie là-bas, ils les relâchent. Ça aussi, on l'a entendu. Ça aussi, c'est bon, tout dépend, comme je le répète toujours, tout dépend des circonstances. Comme on le dit, c'est chacun qui se connaît, c'est chacun qui connaît son quartier, c'est chacun qui connaît les circonstances. Donc, lorsqu'il s'agira de savoir si la personne était en légitime défense ou pas, on jugera toujours des circonstances qui ont motivé la réaction. Vous parlez du commissariat tout à l'heure. Oui. Généralement, le réflexe à avoir lorsqu'il y a un souci, c'est d'aller au commissariat. D'aller au commissariat ou à la gendarmerie. Ou à la gendarmerie. Même moult fois, vous en avez parlé vous-même,
il y a eu des relax, on s'est dit, bon, et la population parfois a du mal à comprendre ça aussi. Bon, là, je ne viendrai pas parler pour... Certainement qu'un jour, vous inviterez les gendarmes ou les policiers. Donc, vous-même, vous avez dit que parfois... Oui, très souvent, voilà, moi, en tant qu'avocat, c'est ce qu'on nous dit toujours. Voilà. Oui, on a voulu faire ci, on l'a envoyé, ils l'ont libéré. Voilà. On l'a envoyé, ils l'ont libéré, ainsi de suite. Et quand on en avait marre, bon, finalement, on n'en entend plus parler. Ça, voilà les mots, on ne vous dira pas qu'ils l'ont tué. Ils disent, bon, on en a marre, on n'en entend plus parler. Bon, le juriste puriste que je suis, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, mais vous n'aviez pas le droit de faire ça. Ils disent, mais nous étions fatigués, mais actuellement. Est-ce que quand je dors chez moi, je suis avec eux? Je ne sais pas ce qu'ils subissent. Donc, en tant qu'avocat, je ne fais que constater, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Donc, un jour, je crois que l'occasion doit vous être donnée d'inviter ici les policiers ou les gendarmes pour venir expliquer pourquoi on les accuse de toujours relâcher ceux qu'on arrête et que les gens soient obligés à un moment donné de passer à la solution finale, quoi. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas de légitime défense. Non. S'ils ont décidé de passer à une solution finale, qu'on les attrape. De façon stricto sensu, la vindicte populaire n'est pas une légitime défense. Absolument, oui. À partir du moment où l'infraction, ou la menace qui devrait être écartée par l'acte infractionnel ou criminel a disparu, il n'y a plus de légitime défense. Ça, c'est très important à Et là signaler. encore, la disparition aussi, comme je l'ai dit toujours, elle peut avoir disparu pour quelques minutes. Le type court, il se cache quelque part et il attend. Bon, là, en ce moment, bon, vous voyez que souvent, il y a des battues qui sont organisées dans les quartiers où qui est un gourdin, qui une machette, qui tout ce qui peut frapper, le tuer en main. On cherche, on dit un voleur a couru, il est passé là. Bon, là, comme je le dis toujours, il y a ce que nous disons dans nos textes, dans nos bureaux, et il y a ce qui se passe sur le terrain avec les populations qui savent ce qu'elles souffrent. Je vais vous faire sourire un peu sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui nous dit, M. Konaté, que parfois, il y a les voleurs qu'on laisse se reposer et qui ont des pouvoirs mystiques. Bon. Vous avez certainement entendu parler oui, bien sûr, les pouvoirs mystiques, j'en ai entendu parler. Qui font semblant d'être neutralisés et après, ils font tout, ils mélangent tout. Tout le monde n'est pas attentif et ils arrivent à disparaître, on ne sait même pas où ils sont passés. Comme je le dis, la situation est toujours liée aux circonstances. Absolument, absolument. Quand vous entendez les personnes agir, ils vous diront, mais vous ne le connaissez pas, c'est pourquoi vous êtes en train de parler. Oui. Sinon, celui-là, voilà comment il était. Bon, en ce moment, qu'est-ce que vous voulez que moi, avocat, puisse dire dans un endroit où on parle de pouvoir mystique et ainsi de suite? Franchement, j'avoue que je ne dis pas que ce qu'ils disent est faux, mais quand je lis mon code, je ne vois pas où je pourrais classer cette partie de la vie de l'homme. Donc, en ce moment, si vous dites pouvoir, ils savent ce qu'ils disent. Et quelquefois, ils sont tellement sûrs, mais ils ne peuvent pas le démontrer. Vous comprenez? La légitime défense, mesdames et messieurs, ce n'est pas se faire justice. Non, la légitime défense. Non, la légitime défense. Ce n'est pas. Quand on dit c'est pas se faire justice, ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une vengeance. Parce que la vengeance suppose que la menace a disparu. Vous partez concocter, comme on dit, la vengeance est un repas qui se mange froid. En ce moment, si vous le refroidissez, que vous le mangez, on vous dira non, vous n'êtes plus en situation de légitime défense. La légitime défense, on pourrait dire, c'est du tic au tac, de façon triviale. Mais très souvent aussi, c'est peut-être suite à une course-poursuite, ou bien vous poursuivez un voleur, pour vous, la menace a disparu. Comme souvent on le voit dans les films, où le bandit il est à terre, et puis après il fait semblant de gratter son poignet, et puis il sort une arme. Bon, là, en ce moment, on peut être à légitime défense. Bon, celui qui est de loin qui voit la scène, il va dire, mais il était couché, mais pourquoi on l'a abattu? Alors que c'est tellement qu'il tentait de sortir une arme de quelque part. Et il y a eu un fait divers sur les réseaux sociaux. Donc, un père qui rentrait chez lui a trouvé son enfant, un petit garçon, avec le babysitter, si on peut l'appeler ainsi, celui qui était chargé de s'occuper de l'enfant. Donc, en colère, il s'est mis à battre le jeune homme. Il lui a refait le portrait. La police est venue. Il lui a refait le portrait? Bon, on va dire. Du moins, il lui a apporté. En fait, oui, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, on ne le reconnaissait plus. On ne le reconnaissait plus. Donc, la police l'a relaxé. Ils ont dit que c'était normal, la réaction d'un père normal quand il rentre chez lui et trouve son enfant dans cet état-là. Ça, c'est la légitime défense? Non, je crois que les circonstances doivent avoir été commandées par autre chose. Puisque, vous savez, souvent, quand les faits sont rapportés, ils sont tellement résumés que certains détails importants disparaissent. Et donc, c'est pourquoi, très souvent, on dit toujours qu'il faut voir les circonstances qui ont commandé. Parce que tuer, ce n'est pas facile. Quand vous voyez que quelqu'un arrive à tuer, bon, souvent, il faut pousser loin pour savoir qu'est-ce qui a pu motiver. Est-ce que c'est par plaisir que la personne l'a fait, ou bien si c'est par vengeance, ou bien ainsi de suite. Mais très souvent, quand les gens vous diront, je suis en légitime défense, vous voyez votre enfant être en train d'être battu violemment par quelqu'un, mais
très souvent, la réaction ne se contrôle pas. Les gens peuvent prendre un gourdin, ils frappent, et puis on dit non, il a frappé, et ainsi de suite. Mais en ce moment, vous plaiderez la légitime défense. Et très souvent, ça marche. Mais seulement, la vindicte populaire, lorsque la personne n'est plus dangereuse, ce n'est pas une légitime défense. Il ne faut pas tuer, apporter là aux autorités compétentes. Et si on la relaxe en ce moment, il y a d'autres moyens de faire savoir que ce qui a été fait. Mais la vindicte populaire ne peut pas être la légitime défense. Absolument. Merci beaucoup à vous, Maître Koné Kyobien. C'est la rediffusion dans quelques heures seulement. Ce sera aux alentours de 14h19, 14h20 sur RTI 1. Et puis on se retrouve nous demain, toujours avec le même plaisir. Nessie, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Et puis voilà. Merci beaucoup à vous, Maître Koné Kyobien. Vous avez rendez-vous tout de suite avec la ravissante et pétillante Alix Kokola-Apia. Et puis à midi, ce sera avec bien sûr Caroline Da Silva. Et puis tout ce qui rythme l'univers RTI 1. N'oubliez pas sur notre site rti.ci. C'est cela. Allez, merci. Bonne journée. Le monde appartient à ceux qui se réveillent.